Donc moi je suis Sébastien Exal, je suis enseignant-chercheur au LIUM en informatique et je travaille depuis quelque temps sur les Learning Analytics. Et ce que je vais vous présenter, c'est pas directement le projet sur les Teaching Analytics, parce que ça c'est plutôt Rémi qui va s'en charger, mais je vais vous parler de la façon dont on fonctionne depuis quelques années au LIUM et vous présenter quelques projets liés au Learning Analytics. Donc tout d'abord, un des constats qui nous a amené à travailler dans ce domaine, c'est que en EIH, donc les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, on cherche souvent et à intégrer l'humain dès le début du processus applicatif qu'on développe. Et en l'occurrence sur les Learning Analytics, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de tableaux de bord étaient fournis clé en main, c'est-à-dire que vous installez le logiciel, vous avez le tableau de bord qui est fourni avec, mais ça ne répond pas aux attentes des enseignants, des usagers en général. Donc on a décidé de focaliser nos activités sur l'intégration des usagers dès la phase de conception des Learning Analytics et des tableaux de bord. Donc les questions qu'on est amené à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, qu'est-ce qu'ils veulent faire du tableau de bord qui leur est donné et comment ils vont intégrer ça dans leur pratique pédagogique. Notre façon de fonctionner, c'est de passer par ce qu'on appelle la prescription, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avec les usagers à leurs besoins, et à partir de ces besoins, on va modéliser comment on va faire l'analyse de traces, donc identifier quelles sont toutes les traces qui sont disponibles, de quelles traces on va avoir besoin, développer éventuellement de nouvelles sondes sur la plateforme qui va être utilisée. Une fois que tout est modélisé, on a la plateforme qui est utilisée, et donc les sondes qui sont intégrées, cette plateforme va générer des traces. Ces traces vont être utilisées par les outils d'analyse qu'on a développés pour fournir une description de l'activité qui a réellement eu lieu dans la plateforme. Donc c'est la partie descriptive qui est à côté. Donc voilà la façon dont on fonctionne au niveau de l'équipe. Et pour pouvoir avancer sur ces aspects-là, on s'est rendu compte aussi que l'expression de ce qu'est le besoin d'observation de la part des usagers, des enseignants la plupart du temps, est très très compliqué à capter. Et leur faire exprimer leurs besoins, ça pose beaucoup de difficultés sur la terminologie et déjà savoir ce que sont les Learning Analytics et ce qu'ils vont pouvoir en faire. Donc on est parti dans le cadre du projet Hubble dont a parlé Vanda tout à l'heure sur une nouvelle solution qui consiste à ne pas se focaliser sur le besoin d'observation mais plus sur la décision qu'ils vont chercher à mettre en œuvre en utilisant les Learning Analytics. Et donc on a développé une plateforme, un atelier de conception qui permet aux enseignants, voire à d'autres usagers, parce qu'on a travaillé aussi avec des administratifs ou des personnes dans les rectorats, donc travailler sur l'expression de leurs besoins et à partir de la décision, et à partir de la décision, leur faire exprimer quelles sont les données qui sont intéressantes pour prendre la décision, etc. Et donc c'est la plateforme que je vais vous présenter juste après. Ce plateau de conception, c'est un plateau papier tout simplement, hein, avec des cartes, genre cartes à jouer, et les enseignants posent les cartes, écrivent sur le plateau, écrivent sur les cartes. L'idée, c'est vraiment de développer la créativité et d'exprimer au maximum les informations qui vont nous servir ensuite pour préparer l'analyse et la mettre en œuvre. Donc vous avez ici quelques liens qui sont disponibles. Le premier lien, c'est le lien sur l'outil de conception qui est téléchargeable, réutilisable, sans aucun problème. Ensuite, je vous ai mis le lien dont parlait Vanda tout à l'heure sur la plateforme Hubble, où on a stocké les processus d'analyse développés dans le cadre du projet et qui sont donc consultables et réutilisables aussi. C'est une plateforme qui est ouverte, donc on peut ajouter de nouveaux projets et ajouter de nouveaux processus. Et le site du projet Hubble pour ceux qui voudraient un peu plus d'informations sur ce qu'on a fait pendant ce projet et les résultats qu'on a obtenus. Donc en ce qui concerne le plateau de conception, le voici. Donc c'est un plateau avec un certain nombre d'informations qui sont à renseigner de la part des usagers. Les cartes en bleu sont les cartes les plus importantes parce que ça concerne la décision qui intéresse l'enseignant ou l'équipe d'enseignants qui va travailler sur le tableau de bord. Donc on a proposé un certain nombre de décisions qui font sens pour eux. On a discuté avec eux. Derrière les cartes de décision, on leur pose un certain nombre de questions pour clarifier cette décision, savoir exactement ce qu'ils veulent mettre derrière. À partir de ça, ils ont un certain nombre de champs à renseigner tout autour, comme par exemple le niveau d'analyse. Est-ce qu'on va analyser un étudiant? Est-ce qu'on va analyser une classe? Qui est la cible du tableau de bord? Ça peut être a priori l'enseignant qui demande à faire le tableau de bord, mais ça peut être aussi une partie du tableau de bord qui va mettre à disposition de ses étudiants.
Donc comme ça, on va savoir quelle partie est à présenter aux enseignants, quelle partie aux étudiants. On leur demande aussi à quel horizon ils vont prendre leurs décisions. Est-ce que c'est un horizon plutôt à court terme, c'est-à-dire dans la séance? Est-ce que c'est du long terme, dans le cadre dans le cours de l'année ou pour préparer l'année suivante? Donc tout ça, c'est des informations importantes pour situer un peu quel est le niveau de précision des informations qu'on va être amené à mettre dans le tableau de bord. Vous avez aussi donc d'autres cartes qui sont à utiliser, les cartes vertes et les cartes violettes. Les cartes vertes sont les cartes de données où on leur demande de lister toutes les informations. Donc ce n'est pas des données au sens trace, c'est des données au sens informations qui seront présentes sur le tableau de bord, qui sont importantes pour eux. Donc c'est pas juste le nom, c'est aussi qu'est-ce qu'ils mettent derrière, quelle est la définition, etc. Donc ils ont pas mal de possibilités de place pour écrire l'information. Et ils ont des cartes violettes, qui sont les cartes correspondant aux moyens de visualisation. Et là, on leur demande de choisir parmi tous les moyens de visualisation disponibles, ceux qui leur semblent les plus pertinents en fonction de la donnée qu'ils veulent afficher. On dispose aussi de cartes vierges, tout simplement parce qu'ils ont peut-être, eux, dans leur tête, des idées, des graphiques qu'ils trouvent intéressants et qu'on ne propose pas, donc on leur demande de les lister. Vous voyez qu'on peut mettre aussi plusieurs moyens de visualisation sur une donnée, tout simplement pour dire, voilà, pour les apprenants, ça va plutôt être ce type de visualisation parce que ça, ils le comprennent, on l'a vu en cours avec eux, tandis que pour les enseignants, on va prendre un autre format qui est plus dans nos habitudes. Voici un exemple de plateau qui a été utilisé récemment avec des enseignants de lycée. Donc, ils ont voulu faire du suivi d'étudiants et on voit, comme c'est un atelier créatif, ils ont écrit sur les cartes, mais on leur a aussi permis d'écrire sur le plateau et même de rajouter des post-it pour pouvoir compléter toutes leurs informations. Et à partir de ce plateau, il y a une deuxième étape dans l'atelier qui consiste à dire, à partir de ces données qu'on a énumérées, qu'est-ce qu'on veut comme tableau de bord? Et là, on propose un deuxième plateau qui existe en 3 versions, une version navigateur web, une version smartphone, une version tablette. Et là, on leur demande de reprendre leurs données, d'indiquer sur le plateau comment ils veulent les organiser, quels sont les outils dont ils ont besoin sur cet environnement, par exemple un outil pour faire du zoom, un export en PDF, ce genre de choses, et ils peuvent écrire et nous donner toutes ces informations sur le plateau. Une fois qu'ils ont terminé ce travail-là, toute la session a été enregistrée et nous on retravaille derrière pour préparer l'analyse et leur concevoir leur tableau de bord. Au niveau des exemples d'utilisation de Learning Analytics, donc il y a des exemples qui datent d'avant la création de ce tableau de bord où on avait déjà rencontré les problèmes d'expression des besoins. Un premier projet, ça a été Op3X. Op3X, c'est une plateforme qui est développée au sein de notre université pour l'apprentissage de la programmation, dans laquelle l'enseignant n'est pas forcément présent en classe avec les élèves, il peut être à distance. Et à distance, via son interface, il va pouvoir suivre pas à pas ce que chaque élève fait sur l'environnement de programmation. Donc pour pouvoir suivre si les exercices sont faits dans le bon ordre, si l'étudiant fait bien l'écriture du code comme l'entend l'enseignant, etc. Et avant l'arrivée des Learning Analytics dans le labo, l'enseignant essayait de suivre étudiant par étudiant ce qui se passait. Et on a développé un certain nombre d'indicateurs, 80, qui sont calculés en temps réel et qui affichent à l'enseignant les informations pour qu'il puisse directement aller voir l'étudiant qui a une difficulté et interagir avec lui. Donc c'est ce qu'on a au niveau de l'interface qui est présente ici. Vous avez la partie étudiante qui se trouve ici à gauche, la partie enseignante qui se trouve à droite, et alors je ne sais pas si on peut... Oui, voilà. Donc vous avez les indicateurs qui apparaissent ici en temps réel, et à chaque fois que l'enseignant clique sur un indicateur parce qu'il a détecté une difficulté, ici ça lui affiche l'écran en temps réel de l'étudiant, et il a la possibilité, via les outils qui sont ici, de revenir en arrière et de rejouer ce qu'a fait l'étudiant pour essayer de comprendre quelle manipulation il a pu faire de travers, etc. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont reçues par notre système sont les appuis sur le clavier, les clics de souris, etc. Tous les événements qui ont lieu sur l'environnement. Et on reconstruit le cheminement de l'étudiant à partir de tout ça. Deuxième exemple qu'on a eu aussi au niveau du laboratoire, c'est le projet ANR GenLab. Donc dans ce projet, on est parti sur une plateforme Moodle, donc plateforme Moodle qui est dans pas mal d'universités, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ici. Et cette plateforme Moodle, on l'a déployée dans le cadre d'un lycée où on a voulu tester une chose, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre de l'enseignement et voir si les étudiants étaient beaucoup plus engagés dans leur projet avec la réalité virtuelle que sans la réalité virtuelle. Et donc ici, on a un environnement où on simule
pour les élèves de terminale STI2D le fait d'aller explorer une planète pour que les habitants de la Terre puissent aller s'installer là-bas. Donc ils doivent étudier et exploiter tout ce qu'ils ont vu dans différents cours pour savoir si la planète est suffisante en termes de ressources, au niveau de la respiration, pour l'air, etc. Et ils ont un certain nombre de missions à réaliser, et au fil des missions, donc on observe ce qu'ils font et on fait un retour aux enseignants. Donc il y a deux modes, le mode pervasif et non pervasif. Ici, vous avez donc l'interface Moodle avec toutes les informations, donc ils sont vraiment à l'intérieur de l'environnement et ils réalisent les différentes étapes. Donc soit ils fonctionnent avec Moodle et des tableurs Excel, ce genre de choses, pour faire leurs tests, soit ils vont mettre le casque de réalité virtuelle et vont être à la place du robot sur la planète qui va aller sonder les différentes choses. Donc vous avez ici, sur la partie à gauche, ce que voit l'étudiant qui est en mode présent dans une salle de cours, et à droite, ce qui est vu depuis le vaisseau de contrôle et le robot qui est piloté à distance. Et donc ce qu'on a remarqué dans ce projet, c'est que, je vais essayer d'avancer un peu plus vite, on récupère donc toutes les actions qui sont faites par les apprenants, et ce qu'on a voulu voir, c'était comment ils fonctionnaient, quel était leur cheminement dans leur apprentissage entre les deux modes. Et on nous a demandé donc de récupérer un certain nombre d'informations, le temps passé par chaque apprenant sur les différents modules. La plateforme, elle possède 3 modules. Un module où on va programmer le robot, un module où on va voir le journal d'activité, donc savoir ce qui se passe, et un dernier module qui permet d'observer ce que fait le robot à distance. Et donc on veut voir le temps qui passe dans chacun des modules, les actions qui sont faites dans le module de programmation pour voir s'ils ont tendance à écrire du code et puis l'envoyer sans même le tester, sans même vérifier avant s'il est correct, ou s'ils prennent vraiment le temps d'analyser, et une fois qu'ils ont validé leur code, ils l'envoient au niveau du robot. Donc on voulait voir aussi le nombre de sessions par apprenant pour chaque module, le nombre de transmissions faites au robot et le temps moyen entre 2 transmissions, et le nombre de simulations, parce qu'ils ont la possibilité de simuler le comportement du robot avant d'envoyer le code au robot. Donc voilà le genre de choses qu'on a obtenu entre les deux groupes. Donc ça a eu lieu sur plusieurs sessions. Et l'une des choses qu'on peut remarquer très vite, c'est que dans le mode pervasif, ils utilisent énormément le journal pour voir ce qui se passe avant d'envoyer les commandes au robot. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de temps passé sur la programmation que dans le mode non pervasif. Et là où c'est flagrant, c'est dans cet indicateur-là qui nous donne le nombre de simulations. On se rend compte, chaque couleur indique le numéro de la simulation. Et on se rend compte ici que dans le mode pervasif, souvent, ils ont fait une simulation, alors qu'ici, on peut se retrouver des fois avec jusqu'à 50 simulations qui sont faites parce qu'ils ne sont pas très sûrs de ce qu'ils font. Donc c'est le nombre de simulations à la part transmission. Donc on voit qu'effectivement, c'est plus efficace en mode pervasif parce qu'ils sont vraiment dans l'esprit de « j'envoie le code au robot une fois que je suis sûr qu'il peut aller sur la planète ». Donc l'engagement était de meilleure qualité. Un autre projet sur lequel nous avons travaillé dans le cadre du projet Hubble, cette fois-ci ça concerne un MOOC. Donc on a obtenu toutes les données du MOOC MOOCaz qui permet de créer un MOOC de A à Z. Et dans le cadre de ce MOOC, les personnes qui travaillent dessus nous ont demandé d'identifier, de catégoriser chacun des apprenants pour voir un peu quelle était la population qu'il y avait à l'intérieur du MOOC. Donc il y a un certain nombre d'activités qui sont possibles dans le MOOC, consulter des ressources, faire des quiz, etc. Et on voulait voir si on avait beaucoup d'inactifs, si on avait des personnes qui faisaient que consulter les ressources, mais jamais les tests, jamais les devoirs, etc. Et donc essayer d'avoir cette catégorisation par semaine, parce que chaque semaine correspondait à un chapitre du cours. Donc ça nous a donné ce genre de courbe. Donc c'est une courbe, c'est un graphique un peu particulier parce que vous avez sur la droite les inactifs, parce qu'on a remarqué que très vite on atteignait plus de 80% d'inactifs sur le MOOC, et après vous avez sur la partie gauche les courbes qui correspondent plus aux catégories d'apprenants qu'on a obtenues, et on voyait par semaine effectivement comment travaillaient les différents participants au MOOC. Donc on constate ici par exemple que la partie solver, c'est-à-dire qui va faire les devoirs, on n'en a aucun qui a fait les devoirs. On a eu plus des personnes qui, regardent les ressources, surtout sur le début, et vers la fin qui les regardent un peu moins. Vers la fin, on avait beaucoup moins de participants et beaucoup plus d'inactifs.
En ce qui concerne les autres projets sur lesquels on est aujourd'hui, donc il y a des projets qui sont financés par la DNE. Et dans le cadre de ces projets, donc c'est des projets qui démarrent, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de résultats. On a un projet avec le Loir-et-Cher, le rectorat d'Orléans-Tours, où on nous demande d'étudier l'utilisation de 28 000 tablettes déployées dans les collèges pour voir comment c'est utilisé dans le cadre des enseignements et surtout comment les élèves s'approprient ces tablettes dans le cadre des cours. Deuxième projet DNE avec le rectorat de Nantes. Cette fois-ci, c'est un lycée innovant à Carquefou qui a été créé dédié au numérique et pour l'apprentissage du numérique. On nous demande de voir comment les élèves utilisent toutes les ressources numériques dans le cadre de leur pédagogie parce qu'ils sont assez libres. Ils peuvent sortir de la classe pour aller dans les couloirs, travailler ensemble. Il n'y a pas de sonnerie, par exemple, pour séparer la fin des cours. Ils sont assez libres là-dessus. Ils peuvent utiliser leur propre appareil, téléphone portable, tablette, etc. Donc l'idée est vraiment de voir comment ils fonctionnent, comment ils s'approprient le bâtiment et comment ça fonctionne au niveau des cours. On a un projet sur l'analyse de MOOC avec la Côte d'Ivoire, où en fait là-bas les étudiants ont tendance à utiliser beaucoup plus souvent les forums que c'est le cas en France. Là-bas l'utilisation est très très forte des forums et on voudrait voir s'il y a vraiment une dynamique collective sur l'utilisation des forums et si il y a quelque chose qui émerge, essayer de voir avec les Learning Analytics comment améliorer cette dynamique collective pour améliorer l'apprentissage dans le cadre des MOOC. Donc on a un doctorant à cheval entre Le Mans et la Côte d'Ivoire qui travaille là-dessus. Et pour terminer, donc ça me permet de passer la main à Rémi, on démarre le projet qu'a déposé Rémi en arrivant chez nous sur les Teaching Analytics dans le cadre de la plateforme Moodle de l'université. Donc bonjour à tous, moi c'est Rémi Venant. Je suis également enseignant-chercheur au LUM, donc à l'université du Mans et plus précisément sur le site de Laval. Si je reprends la définition qui vous a été donnée en début de matinée, celle des Learning Analytics, si on la regarde un peu plus près, on peut s'apercevoir qu'en fait on parle énormément de données qui proviennent des étudiants. Et dans les faits, la plupart des travaux de recherche se concentrent sur les données générées par les étudiants et finalement on étudie assez peu les données générées par l'enseignant lui-même, notamment tout ce qu'il va faire avant le début du cours et après. Et donc c'est un peu ça l'idée des Teaching Analytics, on va rentrer plus en détail. Alors c'est très émergent, c'est assez récent. Et finalement, ça va concerner l'étude de ce qu'on appelle la conception pédagogique, qui est un pur objet de sciences de l'éducation, qu'on considère ici comme un processus complet, c'est-à-dire une séquence d'activités que va réaliser l'enseignant, qui va de l'analyse des besoins et des objectifs pédagogiques jusqu'au développement d'un système de production, c'est-à-dire l'ensemble des ressources qu'il va mettre à disposition de ses étudiants, des activités, de leur enchaînement. Et ce processus-là, dans l'idéal, si on arrive à bien le traiter, on peut derrière le partager, le transmettre à d'autres enseignants, réutiliser les artefacts et l'améliorer en continu. Et donc c'est cet objet-là qui nous intéresse dans ce champ de recherche qu'on va nommer les Teaching Analytics. Alors, à l'origine, plus globalement, lorsqu'on s'intéresse à la scénarisation pédagogique, on va parler en général de Teacher Inquiry, donc c'est un processus continu d'investigation, c'est pas forcément informatique, c'est juste le fait d'observer, d'analyser et essayer d'améliorer la conception pédagogique. Et un de ces outils, là qui cette fois est numérique, ce sont les Teaching Analytics. Alors, il n'existe pas de définition consensuelle, enfin plus ou moins consensuelle comme on peut en trouver pour les Learning Analytics, donc j'en propose une, mais là c'est juste la mienne, vous la prenez pour telle. Donc un ensemble de méthodes et d'outils qui vont assister l'étude et l'amélioration de la conception pédagogique des enseignants à travers l'analyse de la manière dont ceux-ci dispensent leurs enseignements. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors sur quelles données on s'appuie? Essentiellement sur les traces d'activité pédagogique de l'enseignant, et puis sur des traces d'utilisation de ces ressources par les étudiants, donc dans le but d'évaluer s'il a une atteinte à ses objectifs, si par exemple une ressource qu'il met à disposition, il s'attend à ce qu'énormément d'étudiants y accèdent sur tout le long du cours, on va être capable d'étudier ça en prenant en compte ces interactions entre la ressource et l'étudiant. Mais on est vraiment du point de vue de l'enseignant. Et alors, à qui on destine ces analyses-là? Bon, à l'enseignant lui-même, ça va de soi.
mais également aux ingénieurs pédagogiques qui vont pouvoir se servir de ces analyses pour améliorer leurs accompagnements et identifier des besoins qui n'auraient pas été formulés explicitement par les enseignants. Et à plus grande échelle, à l'institution, ce qui va lui permettre d'évaluer l'usage de sa plateforme, des fonctionnalités qu'elle met à disposition. Nicolas parlait tout à l'heure des modules qui sont développés sur Moodle. Eh bien, les Teaching Analytics vont, dans l'objectif, permettre d'identifier les limites, d'identifier les fonctionnalités nécessaires qui pourraient être à développer à l'avenir. Alors le projet que j'ai proposé l'an dernier à mon arrivée sur Le Mans l'Université, donc c'est un projet de recherche de 3 ans qui est financé par l'université, qui est essentiellement de recherche, mais avec une forte collaboration un peu avec le pôle ressources numériques de l'université. Et donc on a une dynamique assez rapide de mise en production de travaux issus de la recherche. Il y a 2 grandes questions de recherche que j'aimerais adresser pendant ces 3 ans. Tout d'abord, à comprendre comment les enseignants s'approprient les environnements numériques, donc arriver à détecter comment ils les utilisent et comment ils construisent leurs activités pédagogiques. Et puis dans un second temps, réfléchir à comment ces environnements numériques pourraient les assister dans leur prise de décision en termes de scénarisation pédagogique. Alors il y a 3 grandes problématiques à traiter pour répondre à ces questions. Donc la première concerne la levée d'indicateurs qui soient pertinents pour mesurer l'usage des plateformes par les enseignants. Dans un deuxième temps, il va être nécessaire de faire un rapprochement avec les modèles théoriques. Donc par exemple des modèles comme la classe inversée qui sont généralement un ensemble de bonnes pratiques et peu formalisés. Il va y avoir un travail de formalisation à faire pour pouvoir analyser les indicateurs vis-à-vis de la théorie et ça arriver à deviner si un cours sur Moodle se rapproche plus de la classe inversée ou d'une approche par projet par exemple. Et puis bon, tout ça doit être de manière sous-jacente soutenu par une infrastructure de collecte et de restitution qui a été mise en œuvre déjà à l'université. Donc on agrège des données, alors essentiellement d'une instance Moodle UMTIS utilisée par Le Mans, mais de données qui proviennent d'autres éléments du système d'information, donc notamment des données de ressources humaines pour pouvoir retracer l'appartenance d'un enseignant à une UFR par exemple. Une deuxième question, un deuxième verrou va concerner la recherche de motifs récurrents dans ces indicateurs. Donc là l'idée c'est à partir des modèles théoriques de détecter, de rapprocher les actions d'un enseignant par rapport à des modèles pédagogiques que l'on connaît, ou de détecter des affinités entre techniques de scénarisation pédagogique entre enseignants. Donc il y a 2 approches, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 2 approches formelles qui ont été évoquées tout à l'heure par Vanda, qui peuvent être utilisées ici. Le pattern mining dans un premier temps, on va chercher des motifs récurrents, et le process mining, où on va prendre en compte ce côté processus, enchaînement d'activités, et pouvoir comparer un processus à un autre. Puis enfin, un troisième verrou qui concerne vraiment l'accompagnement de l'enseignant. Donc dans l'idée ici, c'est instrumenter les indicateurs, générer des tableaux de bord, des plateformes, fournir des outils de restitution essentiellement aux enseignants, et dans l'idéal, fournir des outils entre guillemets intelligents, proactifs, qui vont permettre de l'assister dans sa conception pédagogique. Donc ça, c'est l'idée du projet, puis les grands axes. Alors je ne vais pas vous laisser sans joli graphique. Donc je vais vous montrer quelques métriques, c'est très gros grain, il n'y a pas encore tout ce côté étude des modèles théoriques, mais ça peut vous donner une idée des données sur lesquelles on va travailler. Donc au niveau de l'institution, donc à un niveau global, là j'ai pris un exemple, c'est une année, je crois que c'est l'année 2016-2017, où il y a eu 542 enseignants actifs sur la plateforme, donc qui ont au moins édité des cours. Et donc on a 20 000 en gros activités qui ont été modifiées, 12 000 créées, etc. Donc là on a une vue un peu des catégories de cours. Alors les catégories, chaque cours appartient à une ou plusieurs catégories qui le lient au fait que ce soit un DUT ou un type d'enseignement. Puis donc au niveau institutionnel, on peut voir ce qui ressort le plus. Et en fait on se rend compte que la partie IUT, DUT est assez active. Un peu plus que la partie licence master, donc ça peut donner une idée aux ingénieurs pédagogiques vers qui se tourner, essayer de savoir pourquoi les enseignants d'IUT sont plus actifs plus que d'autres. Ça peut être une
une étude intéressante. Là, vous avez un exemple de graphique de connexion des enseignants par composante. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la première, celle où il y a le plus d'activité, ça provient d'un site externe au Mans, c'est le site de Laval. Ça peut être intéressant pour la DSI de comprendre pourquoi les enseignants de Laval sont plus actifs que les autres. Bon, alors si on rentre un peu plus dans le détail, là vous avez par exemple ce qu'on appelle une heatmap, donc une carte de chaleur, des créations de types d'activités. Donc vous avez les types d'activités en abscisse par composante, sciences, lettres, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, alors j'ai enlevé un type d'activité qui est le plus courant sur ce genre de plateforme, qui est le dépôt de fichiers. On le verra après. Là, on peut remarquer qu'il y a parmi les 5 plus utilisés, c'est des types de structuration, le fait de mettre des labels, de composer son cours en page. Et donc c'est assez intéressant parce que, en ayant discuté avec les ingénieurs pédagogiques il y a quelques années, il y avait eu une campagne de communication sur l'utilisation de ces structurations. Donc ça leur permet à eux de s'auto-évaluer, à savoir si les actions qu'ils mènent au sein de l'université ont un effet. Et apparemment, l'effet était probant. Alors une autre information intéressante, ça va être de voir par exemple que certaines composantes ont une diversité d'utilisation des différents types d'activités proposées par la plateforme bien plus grande que d'autres. Par exemple, en lettres, sur la partie lettres recherche, la plupart des activités proposées par Moodle à cette époque ont été exploitées. Ce qui n'est pas le cas du département chimie, qui se limite à quelques activités. Alors il y a peut-être une raison tout à fait valable à cela, mais ça peut être intéressant d'investiguer ce genre de disparité. Si je regarde un dernier exemple sur les métriques au niveau institutionnel, le dépôt de fichiers, donc c'est l'activité la plus utilisée, le fait qu'un enseignant dépose un fichier pour le mettre à disposition des étudiants, et que l'on regarde les types de fichiers déposés. Alors on va voir évidemment que le fichier PDF est le maître dans ce domaine-là, mais il y a des informations intéressantes sur d'autres types de fichiers. Par exemple, il y a beaucoup de composantes, notamment scientifiques, qui vont déposer des fichiers en texte plat ou Word, et il pourrait être intéressant de les guider, de les amener à non pas déposer simplement le fichier, mais simplement le transcrire en une page sur Moodle, qui derrière va permettre de générer des Learning Analytics plus précis. Le fait que l'étudiant ait sélectionné une partie du texte et regardé ou ait scrollé sur une partie plus précise, c'est le genre d'information qu'on peut avoir si le document il est mis en ligne sur la plateforme directement et pas simplement déposé comme un fichier. Donc ça peut guider des actions de communication et de formation des ingénieurs pédagogiques. Puis un dernier élément, c'est l'utilisation par exemple de vidéos et d'audio qui est assez présente dans l'UFR lettres langues, où cette fois, idem, on peut avoir des opérations de communication pour inciter les enseignants non pas à déposer le fichier, mais à utiliser une activité qui intègre la vidéo, alors qui n'existe pas, donc à développer déjà un plugin Moodle qui permettrait d'avoir un lecteur vidéo ou audio, et où on pourrait également récupérer des traces des étudiants pour savoir quelle partie de la vidéo ils ont le plus utilisé. Donc ça peut faire écho à un projet de recherche qui va se terminer cette année qui s'appelle Pastel, où il y a eu le développement d'outils pour la collaboration autour de vidéos par les étudiants, où ils peuvent annoter les vidéos, mettre des commentaires, un peu comme sur SoundCloud ou YouTube, mais là sur le plan éducatif. Donc ça pourrait être ce genre d'outil qui pourrait avoir une justification via l'analyse de traces en Teaching Analytics. Et puis pour terminer, parce qu'il est déjà midi 10, quelques métriques d'un point de vue enseignant. Donc je vais prendre un cours particulier qui a été mené, donc je vais l'étudier sur 2 années, sur 70 étudiants en 2017, un peu moins en 2016. On peut voir en 2017, donc ça, chaque ligne représente un étudiant, c'est l'activité de l'étudiant sur les ressources du cours. Donc ça, pour l'enseignant, c'est intéressant de voir si c'est ce qu'il attendait, où on voit 2 gros pics. En gros, là, c'est le classique. Beaucoup d'activités en début de cours, ça s'amenuise, et un pic d'activité en fin de cours. Donc généralement, c'est qu'en fin de cours, il doit y avoir une activité d'évaluation. On va aller regarder ça. Donc là, alors on voit pas très bien, c'est la heatmap, pour chaque année, on a des types d'activités proposées, et c'est le taux d'utilisation par les étudiants. Alors il y a 2 éléments intéressants. Si je regarde la première année, il y avait un devoir. Donc un devoir, c'est quand les étudiants déposent des fichiers sur la plateforme.
Donc il y a une utilisation assez régulière tout au long du cours. Deuxième année, le devoir disparaît au profit du quiz. Donc là, on voit qu'il y a une réingénierie du cours où l'enseignant a créé un quiz et alors on voit juste ici les étudiants y ont participé à la toute fin. Donc ce qui sera une bonne question à se poser en tant qu'enseignant, est-ce que le quiz répond aux mêmes objectifs pédagogiques que le devoir et est-ce que je mesure la même chose? Donc ça, c'est une interaction que je dois avoir avec cet enseignant pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce genre de différence. Dernière chose, ici, le forum, par exemple, qui est intéressant, où on voit une utilisation assez soutenue en début de cours, puis bon, bah, ça s'affaisse et ça revient un peu vers la fin. Et on a à peu près le même scénario ici en deuxième année. On a une utilisation assez importante en début de cours, ça s'affaisse et ça revient vers la fin. Et ce qui peut être intéressant de regarder, c'est est-ce que ce forum-là, il est à destination des étudiants eux-mêmes pour qu'ils s'entraident, ou est-ce qu'il y avait par exemple une activité de l'enseignant sur le forum. Donc on peut regarder ça également. Alors toutes les illustrations que je vous montre, ça provient d'une plateforme qui est mise à disposition déjà du PRN, où on peut générer à la main levée ce genre de visualisation pour peu qu'on ait un minimum de connaissances en données. Mais il n'y a pas de nécessité d'être informaticien pour générer ça. Et là, donc, je compare. En vert, ce sont les interactions des étudiants sur le forum, et en rouge, celles de l'enseignant. Donc, on peut voir dans la première année qu'il y a une faible interaction des étudiants et des enseignants. Deuxième année, elle est plus soutenue, avec cette même disparité. Par contre, l'interaction enseignante est faible. Donc reste à voir, est-ce que le rôle de ce forum-là, c'était à l'enseignant de répondre aux étudiants, auquel cas apparemment il y a quand même un problème d'activité, ou alors uniquement pour les étudiants eux-mêmes. Et si c'est le cas-là, on peut voir ici que l'enseignant s'est juste contenté de vérifier qu'il n'y avait pas de problème particulier. Pour terminer, on peut regarder d'une année à l'autre. Donc en haut, vous avez la 2016-2017 et en bas, vous avez l'année suivante, les modifications qui ont été apportées au cours. Donc en bleu, vous avez des mises à jour. En vert, donc il y en a très très peu, on les voit faiblement, des créations. Et en orange, il y en a assez faiblement également, des suppressions d'activités. Et là, on peut voir qu'il y a une forte activité de l'enseignant au début du cours et à la fin. Ce qui est également le cas en deuxième année, un peu moins forte au début. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des améliorations à proposer, et notamment un allègement des manipulations faites sur la plateforme? C'est une expérience que beaucoup d'entre nous, en tant qu'enseignants, partageons, c'est que généralement, quand on passe d'une année à l'autre, on a tout un tas d'opérations à faire manuellement qui pourraient très bien être automatisées. Et là, si on regarde un petit peu en détail, alors ça va être difficile à voir, donc il y a les 2 années, c'est les mêmes modifications d'activité, mais par type d'activité. On peut remarquer qu'il y a énormément de modifications qui sont faites sur les labels, donc ces petits encarts à destination des étudiants. Pourquoi d'une année à l'autre il y aurait tant de modifications alors que le sujet du cours n'a pas changé? Eh bien, tout simplement, une première hypothèse, c'est généralement qu'il y a des informations contextuelles temporelles qu'on met à jour à chaque fois. Et notamment, Moodle propose des paramètres qu'on injecte qui mettent à jour typiquement l'année, qui se met à jour automatiquement. Et là, on peut amener une formation de l'enseignant vers ce genre d'utilisation avancée. Voilà, c'était juste quelques exemples assez gros grains de visualisation. Et puis, dans l'idéal, d'ici 2 ans, je pourrais vous présenter un travail un peu plus fin sur la scénarisation pédagogique. Je vous remercie.